Abdoulaye Maïga après les questions des membres du CNT. Beka an segina kana ko kura de o kɛra sira an segina kana ni mina k'i ka dɔ k'a fɔ an ka tako labanw ye sa ni ma fili baara bolodacogo la ɲininkali kunfɔlɔw kɛra jaabi kunfɔlɔw dira filanan kɛra filanan kunfɔlɔw fana filananw dira o fana fitiriw selila ni ala sɔnna a ma sisan danni na a ko bɛna ta kura ye awa min ye ka dɔ CNT maaw ye ani ka se ka dɔ général de division Abdoulaye Maïga ni a ka gouvernement maa tɔw bɛɛ lajɛlen mɔ u bɛɛ lajɛlen bɛ ka oui, tout à fait. La mise en place se fait petit à petit. Nous attendons donc l'arrivée du Premier ministre et du président du Conseil national de transition. Et en attendant, notre invité est là, docteur Jean-François-Marie Camara, qui est resté avec nous. Il est enseignant-chercheur spécialiste en sciences politiques à la faculté des sciences administratives et politiques de Bamako. Nous allons nous entretenir avec lui. Rebonsoir, docteur Camara. Bonsoir. Après l'adoption du plan d'action du gouvernement, quel est le délai d'application prévu par la loi? Alors, lorsque le plan d'action sera adopté ce soir, on va attendre la signature de ce qu'on appelle la promulgation du président de la République, du président de la transition, général Dalmé Assimi Goïta, qui doit signer, qui doit attester l'adoption de ce projet. Donc, du moins que ça est signé par le chef de l'État, ça veut dire tout simplement que le gouvernement peut commencer le jour de la signature de ce projet. Donc, je crois que ça va démarrer très bientôt. Nous voyons que le président du Conseil national de transition s'installe pour l'ouverture de cette séance. Voilà donc le général de corps d'armée Malik Diaw qui va incessamment ouvrir la séance. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, honorables membres du Conseil national de transition, mesdames et messieurs, nous poursuivons notre plénière. Je vais demander à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, de prendre la parole en 1h30 minutes pour apporter des éléments de réponse aux différentes questions qui lui ont été posées. Monsieur le Premier ministre, vous avez 1h30 minutes pour apporter des éléments de réponse aux différentes questions posées. Merci bien. Et je précise qu'après l'intervention de Monsieur le Premier ministre, nous allons directement passer au vote, conformément au règlement. Merci bien, Monsieur le Premier ministre. Merci infiniment, honorable président du Conseil national de transition, honorables mesdames et messieurs les membres du Conseil national de transition, dont j'ai noté également avec un grand intérêt les réactions des honorables membres du CNT pour les secondes questions. Je voudrais, d'entrée de jeu, faire apporter un rectificatif au sujet des dettes intérieures, ce qui a été payé en 2023 et en 2024. N'étant pas un financier, forcément on peut se perdre entre les ponctuations, entre les points et bien entendu les virgules. Il s'agit en réalité pour 2023, il s'agit de 1103 milliards de francs CFA et non 1 milliard. Et pour 2024, il s'agit de 1187 milliards de francs CFA payés au titre de la dette intérieure. Concernant les différentes interrogations, je voudrais également insister sur le contexte que nous traversons, qui est un contexte d'insécurité. Il nous plaît souvent de rappeler généralement que le Mali est un pays miraculeux. Rares sont les pays, en tout cas au monde, il n'y en a pas beaucoup, qui ne contrôlaient pas, en tout cas qui a perdu le contrôle de plus de 70% de son territoire national. En 2012 et en moins de 10 ans, par la grâce de Dieu, nous avons pu de manière substantielle inverser cette tendance. Donc je pense que nous venons de très loin. Effectivement, en écoutant les interrogations, on peut trouver ici et là des projets qui sont en souffrance, qui connaissent des retards. Je pense que, suivant la vision du chef de l'État, notre priorité absolue demeure d'abord et avant tout le renforcement de la situation sécuritaire. Je vais poursuivre avec des réponses à certaines questions.
Une question de l'honorable Amadou Diallo sur l'accompagnement pour la maturation des projets des jeunes. Réponse, il y a des projets à impact rapide qui sont conçus par le gouvernement et pour faire face aux effets de la crise sécuritaire, la création d'emplois dans les secteurs stratégiques, le soutien à la formation professionnelle, l'apprentissage, l'insertion des jeunes et des femmes, l'appui aux PME, coopératives et initiatives locales, d'un coût estimé à environ 5 milliards 778 505 504 francs CFA pour une durée d'1 an sur le budget national et des zones d'intervention dans les 19 régions. Pour l'honorable Ladji Dambélé, je pense que j'avais commencé à répondre à cette question sur l'arrêt du chantier de l'hôpital de Koutiala et de Koulikoro. Effectivement, c'est une réalité, mais je pense que les dispositions sont en cours pour la reprise de ces différents chantiers, malheureusement qui étaient à l'arrêt pour des raisons totalement indépendantes de notre volonté. Des fois, c'était du fait de la géographie, des fois, malheureusement, du fait des procédures administratives. Une question d'actualité posée par l'honorable Dina Dolo sur les agents de l'hôpital de Soumine Dolo, le Mopti. Pour l'électrification des établissements de santé en général, nous avons un vaste programme qui évolue de façon graduelle depuis les CSCOM jusqu'aux hôpitaux. Et c'est le lieu également de saluer le chef de l'État qui, à travers ses œuvres sociales, apporte une contribution de taille dans l'électrification de ces structures de santé. Pour le cas spécifique de l'hôpital de Mopti, le système d'électrification de l'hôpital est en phase de finition à travers la fondation Orange à 98%. L'hôpital a été aussi mis sur la ligne prioritaire de l'énergie du Mali. Des installations solaires dans les services sensibles de l'hôpital ont été faites et le projet d'électrification de l'hôpital à travers les œuvres du président de la transition, comme je l'ai mentionné également, sont en cours. Pour la question posée par l'honorable Awa Makalou, les mesures prises pour la sécurisation des agents de l'État, question que je lirai bien entendu avec la question de l'honorable Muntaka Diakité sur les dispositions prises pour la sécurisation des sites miniers en exploitation ou à l'arrêt au regard de l'insécurité grandissante. Nous sommes convaincus que ces différents éléments trouveront des réponses appropriées à travers la mise en œuvre de l'opération Dougoukoloko. La question de l'honorable Alassane Ag Moussa, s'il ne faut pas mettre fin à la transformation des projets en services rattachés afin d'éviter de grossir les services de l'État. La réponse n'est pas automatique, bien entendu, pour des projets en services rattachés. Lorsqu'il y a un intérêt, bien entendu, l'État est obligé de se substituer, en tout cas de poursuivre l'œuvre des partenaires. Mais lorsque ce projet, malheureusement, n'a pas d'intérêt, en ce moment, l'État se départira du dit projet. Une question posée par l'honorable Dina Dolo, à savoir quelle est la place de la femme dans les institutions de l'AES. Je voudrais ici vous rassurer, honorable, que du point de vue de la vision des pères fondateurs de l'AES, à savoir son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président de la République du Burkina, et son Excellence le général d'armée Abdourahmane Tchani, président de la République du Niger, la femme forcément occupe une place de taille. Et leur implication pour la promotion du genre se fait sentir tous les jours. Les mesures envisagées pour lutter contre les agressions considérées comme des crimes à l'endroit de l'environnement, c'est une question posée par l'honorable Muntaka Diakité. Face à l'atteinte, face aux différentes atteintes environnementales, notamment dans les sites miniers, le Koudo, le gouvernement a adopté en 2025 2 ordonnances clés qui renforcent les pouvoirs de contrôle, de saisie et de sanction des agents sur le terrain. Je pense que c'est des textes récents, malheureusement, qui ont été adoptés suite à des drames. Les mesures prévues pour la délimitation matérielle des forêts classées, question posée par l'honorable Sidibé. Effectivement, le Mali compte à ce jour 107 forêts classées. Et les forêts ont déjà fait l'objet de bornage, ce qui a permis une sécurisation partielle de leur périmètre. Et le processus d'immatriculation au nom du ministère de l'Environnement est en cours, mais demeure contraint face à certaines difficultés et qui seront réglées s'il plaît à Dieu. Concernant
la question sur le système de régulation pour les paris en ligne. La régulation des paris en ligne est assurée par l'autorité malienne de régulation des télécommunications, des technologies de l'information et de la communication et des postes. Et les manquements constatés par le PMU sont ainsi signalés au niveau de cette autorité de régulation. Et la collaboration entre le PMU et l'AMRTP a déjà permis de sanctionner certaines sociétés qui font des paris illégaux en ligne. Et ce travail de veille se renforcera. Question de l'honorable Aboubakar Sidiki Fomba, les mesures pour la promotion du partenariat public-privé. Effectivement, il existe un cadre juridique en vue de la promotion de ce type de partenariat. Et la loi vise à établir un cadre clair pour le développement des partenariats publics-privés garantissant à la fois la transparence, la concurrence, la protection des intérêts de l'État et un environnement stable pour des investisseurs privés. De l'adoption des textes, plusieurs projets ont été structurés dans des domaines divers du développement économique et social, notamment l'énergie, l'eau potable, les infrastructures communautaires de base. Et cette loi préserve l'intérêt général. L'honorable Oussitera, la menace sur la campagne agricole avec l'annonce du criquet pèlerin. Le dispositif de veille a été réactivé par le Centre national de lutte contre le criquet pèlerin et la menace est réelle car le fléau existe dans certains pays voisins. Soyons vigilants pour le suivre et la signalisation à temps afin que les dispositions idoines soient prises. Nous avons également noté la contribution, suggestion de l'honorable Fomba sur l'attribution des intrants agricoles et l'adhésion aux mutuelles. Sur la question de l'honorable Dinadola, à savoir s'il ne faut pas déchoir de leur nationalité nos compatriotes qui dénigrent notre pays depuis l'extérieur. Je voudrais ici peut-être saisir encore l'opportunité et l'occasion qui m'est offerte pour partager avec vous la vision du chef de l'État. La transition n'a pas de cible en particulier. Et l'objectif recherché, c'est vraiment de refonder notre pays, et bien entendu dans un souci d'inclusivité, de cohésion, d'unité et de tolérance. Je pense que nous l'avons répété à plusieurs reprises. La seule, en tout cas notre objectif, c'est fondamental, c'est de veiller à mettre en œuvre l'ensemble des recommandations ici qui ont été adoptées à l'issue d'abord des Assises nationales de la refondation. Il vous souviendra que c'est suite à cette rencontre fondateur pour notre pays que la vision du chef de l'État a été la suivante, de mener d'abord des réformes politiques clés, institutionnelles clés, avant d'organiser des élections. Depuis cette vision, plusieurs actions ont été réalisées. La Constitution, d'abord l'adoption de la Constitution par référendum, la Constitution du 22 juillet 2023. Ensuite, la relecture du code minier, la finalisation, le parachèvement de la réorganisation administrative et territoriale. En fait, j'en passe, la militarisation de la police. Vous allez voir que toutes ces recommandations se retrouvent dans les 517 recommandations des Assises nationales de la refondation. Et d'ailleurs, l'une des réformes, disons, les plus récentes, à savoir la dissolution des partis politiques pour parvenir à terme à une réduction, constitue également une voie que nous avons trouvée pour appliquer une des recommandations fortes qui a été d'ailleurs proposée par l'ensemble des forces vives de la nation et en participé aux Assises nationales de la refondation, à savoir la réduction du nombre de partis politiques. Donc je voudrais ici saisir l'occasion que cette mesure ne vise absolument aucun parti politique en particulier. Le constat a été fait que l'anarchie, malheureusement, occasionnée par une prolifération anarchique de partis politiques dans notre pays, constituait un frein et même un danger pour la démocratie. Donc je pense que la mesure qui a été prise, je voudrais ici vraiment inviter les uns et les autres. C'est vrai que nous entendons beaucoup de commentaires. Il n'y a absolument aucun projet derrière, mais la seule voie salvatrice, c'est la seule voie, je dirais, paisible de parvenir à une réduction juste et équitable du nombre de partis politiques était de partir et de repartir sur de nouvelles bases. Je voudrais vraiment demander aux uns ou aux autres d'accompagner, de sensibiliser, d'expliquer encore, si besoin en était, tout le sens et l'objectif de la transition, bien entendu,
à ceux qui se considéraient malheureusement à tort comme étant des opposants. On lui dit haut et fort, la transition, il n'y a ni majorité, il n'y a ni opposant. Et je pense que c'est vraiment une transition voulue par l'ensemble du peuple malien. Et nous sommes là pour trouver des objectifs, des solutions urgentes, malheureusement à des objectifs qui nous ont été fixés à travers différentes assises. Question de l'honorable Amidou Traoré, par quel mécanisme le gouvernement compte satisfaire les milliers de demandes de correction de fiches individuelles en souffrance au Mali et dans les missions diplomatiques et consulaires. Je voudrais ici, encore une fois, te rappeler, en tout cas l'instruction que nous avons reçue de la part du chef de l'État, c'est de trouver une solution humanitaire au problème du Nina. Je vais le dire en Bambara, c'est vrai que un peu Nina Kofo, je crois qu'il y a bête correction parce que les pratiques mounoumbé c'est là, quand tu as chité, quand tu as tout mal ou quand chité, quand concours que, quoi que Nina est d'abord à courir Bali. Maintenant, j'attends, avec ce que c'est fliou voilà, fouti voilà, c'est fouti c'est que peut-être prénom ou non, mais il faut que comment dire, parce que normalement, il faut une autre solution sur là. Nina problème, tellement babin, tellement de chité. Au niveau de chité, en fait, c'est une infraction. Mais solution mon dirama président de Koko solution une ka adama konala on a fait que solution là là le bimbi na cadeau bien mais je crois qu'à la barkara depuis que Djamna Nyamogo ou instruction d'amoi il y a des milliers de cas qui ont été réglés dans le silence, on fait pas trop de bruit on vraiment me barala quand et c'est noir là mais mon regard gelen ko sobe vraiment oui albi et Djamna Dunga famia. Peut-être que tu as fait le coup mais c'est que facilement mais bimi na tu sais que tu vois là mais nango kambo que maintenant en réalité ou amena bona ré bimi na ni ko biométrie bien baisse que moka du do be ni ka passeport était biométrique était ce kata donc aka gelen ma do vraiment tu koloro bala mais nya faut comme na solution mambulo ka adama dia ko na la vraiment ka se ka faire ni na la ka so ama bo ama mangakala mais mouye correction régularisation créfe nous chitege Mouré ka juguna be oui toko falini jamu falin à un moment donné parce que nama au kojo kololoka bon kosobe munu rebe braque c'est nina la machama vous voulez c'est tribunal la kuninga donc c'est des solutions malheureusement on sait que kololo bala menya faut qu'on embêta don ça fait partie de notre réalité moi c'est ça faut mais je crois que on a dit mon nyamgo c'est sera mundama oui ka vraiment ka fin c'est ka kasro et c'est vraiment c'est ka c'est sosofuka adamateme ambe solution kala kasro ama ante manga kala ante kuma kala kosobe je crois que mesure mu croit mu fana tara nous ka de créer l'agence nationale pour la sécurisation de l'état civil et s'il peut être adjoint avec ce genre de mesures on est sûr que en tout cas sur le court terme et vraiment des questions d'état civil, des questions du Nina seront pour nous un mauvais souvenir. Mais il faut également le préciser que toutes ces nouvelles dispositions empêchera totalement et définitivement des questions de modification en fait, des actes d'état civil. Quand la reprise des travaux des chantiers en construction et quelles sanctions pour les prestataires défaillants? L'arrêt des travaux fait suite à la non-présence du gérant du titulaire du marché. Je pense que les discussions sont en cours justement pour faire face à cette difficulté, en vue de la finalisation des travaux qui sont réalisés à plus de 80%. Ça, c'est pour certains cas. Pour d'autres, le marché relatif au suivi par le bureau de contrôle a été signé le vendredi 16 mai 2025 et cette signature permettra d'engager la procédure pour la mise en régie du montant pour les travaux restants et la reprise des travaux d'ici quelques semaines. Quel est le niveau d'avancement des centrales solaires? Une question de l'honorable Terra. L'état de réalisation des centrales solaires de 400 MW, dont les premiers panneaux ont été posés en 2024 par le président de la transition, chef de l'État, son excellent le général d'armée Assimi Goïta, se présente comme suite pour SAFO. Donc 100 MW avec un stockage de 50 MW. Le contrat a été signé. La validation en cours des études d'avant-projet détaillées, l'installation en cours de la base de vie
la réception des panneaux solaires en usine effectuée du 21 avril au 2 mai 2025, l'acheminement en cours des premiers lots des équipements solaires sur le site. Pour la centrale solaire de 200 MW avec un stockage de 20 MW à Sanankoroba, la finalisation des documents contractuels est en cours, la sécurisation du site de la centrale, la réalisation du défrichage du site des travaux. Pour la centrale solaire de 100 MW avec un stockage de 25 MW de Tchakadougou, l'approbation des avenants aux documents contractuels par décret numéro 2024-0304/PTRM du 15 mai 2024, la réalisation des travaux du défrichement du site et la sécurisation du site de la centrale en cours. Question de l'honorable Abdine Koumaré. Il s'avère nécessaire d'élaborer une loi de programmation pour le secteur de l'emploi et de la formation professionnelle pour offrir des opportunités aux jeunes afin d'éviter leur basculement dans des activités de terrorisme. C'est peut-être réel, sauf que la loi de programmation, malheureusement, entraîne quelques contraintes, à savoir le manque et l'absence d'arbitrage. Je pense que tant qu'on peut trouver des solutions à travers le budget, donc la loi de finances annuelle, en tout cas nous préférons, compte tenu du contexte que nous traversons, opter pour cette solution. Ce qui n'est pas envisageable de poursuivre la mise en place des délégations spéciales dans un nombre plus important de communes urbaines et rurales, notamment à Ségou ou Koutiala. La dissolution du conseil communal est encadrée par les dispositions de la loi portant code des collectivités territoriales. À ce jour, 23 conseils communaux ont été dissous et le conseil du district de Bamako. La dernière dissolution est celle de la commune rurale de Dabia, dans la région de Kaï. Bien entendu, en tout cas, à chaque fois que nous constatons des dysfonctionnements graves entraînant la rupture du service public, chaque fois que des rapports de vérification, des rapports d'audit impliquent malheureusement sur la gestion du conseil communal, nous proposons systématiquement la dissolution en tout cas de ce conseil aux plus hautes autorités. Donc cette activité également se poursuivra. Je pense que nous avons eu ici l'occasion de le dire au moment de la prorogation par voie législative du mandat des élus des collectivités territoriales, qu'il ne s'agissait nullement d'un blanc-seing pour la mauvaise corruption et pour la corruption et la mauvaise gouvernance. En tout cas, chaque fois que nous constatons des dysfonctionnements, l'État s'assumera et prendra ses responsabilités. Donc, l'honorable Muntaka Diakité, les dispositions prises par l'État pour sécuriser les sociétés minières. Donc, comme je dis, c'est un élément très important, en tout cas qui occupe une place de taille dans l'opération de Gokuloko. Question de l'honorable Aboubakar Sidiki Fomba, la valorisation de la contribution de la diaspora dans le produit intérieur brut par la mise en place d'une technologie numérique. Effectivement, le Mali dispose d'un potentiel inexploré de sa diaspora qu'il faut valoriser. En effet, on assiste à l'émergence d'investisseurs de la diaspora malienne ayant divers profits en termes de compétences, de capital et de capacités d'innovation, notamment parmi les jeunes générations de la diaspora, deuxième et troisième génération. La création de plusieurs associations, des professionnels dans divers domaines variés tels que l'agriculture, la médecine, le design, l'architecture, le conseil, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, et le témoignage d'une nouvelle opportunité des transferts de compétences de la diaspora vers le Mali et d'une volonté de rendre les transferts plus productifs. Les projets de mise en place d'une banque en ligne portée par les organisations de jeunesse de la diaspora sont à l'étude. Et le Forum international de la diaspora sera l'occasion, en tout cas nous l'espérons, de développer davantage ces initiatives en vue de prendre les mesures nécessaires pour leur réalisation. L'honorable Aïssata Bokoum, comment expliquer que certains étudiants font 6 ans pour faire la licence? Comment raccourcir ce délai? Les années tronquées ou inachevées trouvent leur explication dans les grèves. Cependant, ces 2 dernières années, avec l'accalmie qui s'installe, les années académiques vont se régulariser si peut-être lieu crescendo. En 2024, le département a pris une décision pour fixer un début et une fin pour l'année académique. Si ces conditions sont respectées, nous sortirons définitivement de cette situation. L'honorable Moussa Acharatouman, les mesures prises pour l'implication des leaders religieux et les chefs coutumiers dans la lutte contre le terrorisme et
la radicalisation. Les actions suivantes sont envisagées dans le plan d'action de la politique nationale de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme, dans le cadre de la prévention, la formation des leaders religieux communautaires, les chefs traditionnels, l'élaboration d'un guide de conciliation destiné à orienter les prêches et sermons dans la lutte contre l'extrémisme violent. Dans le cadre de la protection, la mise en place de comités locaux et régionaux d'alerte précoce sur l'extrémisme violent, composés de représentants des communautés locales. La formation des membres des communautés aux techniques de collaboration civilo-militaire en vue de renforcer la protection et la prévention de l'extrémisme violent. Et dans le cadre de la réponse, la formation d'imams, dont 200 actuellement en cours, donc plus de 800 imams ont été formés, dont 200 en cours au Maroc, en sciences théologiques, afin de renforcer leur capacité à débattre et à déconstruire les discours extrémistes. Dans le cadre de la cohésion sociale, l'organisation trimestrielle, le cadre de concertation avec les leaders religieux, coutumiers et communautaires en vue de renforcer la cohésion sociale. L'honorable Z Diarra, Oumar Z Diarra, quelle synergie d'action le gouvernement compte mettre en place pour venir à bout du problème des mosquées fermées? Je pense que le gouvernement, pour ce sujet, agit. Je pense que la question qu'il faudrait peut-être poser, quelles sont les raisons de la fermeture de ces mosquées? Je pense qu'il n'est pas du tout admissible qu'une mosquée se transforme en lieu de rixe ou de boxe. Donc il appartient bien entendu aux fidèles et à l'ensemble de la communauté religieuse musulmane de s'impliquer afin que les mosquées demeurent d'abord et avant tout des lieux de pratique de la spiritualité. Qu'est-ce qui est prévu pour booster la culture durant la transition? L'honorable Aminata Diarra. Nous avons un programme structuré, Année de la culture au Mali, qui vise à inculquer une culture du Mali-Croix à la jeunesse à travers nos valeurs sociétales et à promouvoir les talents artistiques de manière accrue. Se déploie notamment à travers les initiatives locales pour la promotion du patrimoine qui soutient des projets locaux en lien avec le patrimoine dans toutes les régions du Mali. Les espaces socio-éducatifs pour les jeunes, tels que le Faso Sifinso et le Faso Barokene dans toutes les régions du Mali, les incubateurs de talents Mali Denkoura pour booster les talents à travers une promotion accrue en investissant dans la créativité et l'amélioration des conditions de vie et de travail et la protection des artistes et acteurs culturels à travers l'assurance volontaire pour la culture, AVOC. Toujours l'honorable Diarra, quelle politique nouvelle pour la survie du tourisme? L'adoption d'une stratégie de relance au niveau de la Confédération des États du Sahel, la promotion de l'image positive du Mali, la mise en place d'un programme pour inciter la diaspora malienne à visiter et investir au Mali, la mise en place de nouvelles destinations, la redynamisation des bassins touristiques existants, la poursuite du développement du tourisme interne avec le programme City Tour et la revitalisation des territoires. Question de l'honorable Achata Bokoum. Le PAG prévoit la formation de 6 000 jeunes alors que les besoins sont plus importants. Certes, en réalité, le programme a prévu la formation de 7 516 jeunes déscolarisés et non scolarisés dans les métiers porteurs, 1 700 jeunes déscolarisés et non scolarisés en apprentissage et 6 200 jeunes en stage de formation et de qualification professionnelle, soit un total de 15 416 jeunes en formation. La mise en œuvre prochaine du programme à impact rapide, 5 000 jeunes à former, l'opérationnalisation des 2 nouveaux centres de formation de Sikasso et de Markala, la mise en œuvre du programme en partenariat pour l'insertion via les compétences impulsées par le secteur privé, 3 500 jeunes à former et à insérer sur la période 2025-2026 vont permettre de toucher un nombre plus important de jeunes. Une loi de programmation pour le ministère de l'Emploi, je pense que j'en ai parlé, et surtout des difficultés malheureusement liées aux lois de programmation. La sécurisation des sociétés minières, nous en avons parlé. L'honorable Amidou Traoré, l'état de la route Bamako-Kaï et Kaï-Elimani, qui est un sujet de préoccupation, nous en convenons. La capitale Bamako est reliée à la ville de Kaï à travers 2 corridors, Bamako-Dakar par le nord, qui passe par Djema, et celui de Bamako-Dakar par le sud, qui passe par Kita. La route Bamako-Kaï par le nord figure parmi les routes prioritaires, eu égard à son caractère stratégique, car environ 70% des approvisionnements du pays passent par cette route. Toutefois, il y a lieu de noter que son état de dégradation actuel dépasse largement le stade de l'entretien courant et même périodique. Et c'est dans ce contexte que
que le gouvernement a entrepris la réhabilitation et ou le renforcement par phasage, comme indiqué supra. La capitale Bamako est reliée à la ville de Caille à travers 2 corridors. La route Bamako-Caille par le nord figure parmi les routes prioritaires, nous l'avons dit, et le corridor Bamako-Dakar par le nord a été bitumé en enduit superficiel entre 2001 et 2007 sur financement de l'Union européenne en plusieurs tronçons comme suite. Tronçon Bamako-Kati-Kolokani-Djeni, 163 km entre 2001 et 2003. Tronçon Djeni-Djema, 180 km entre 2005 et 2007. Les études techniques d'avant-projet détaillées ont été réalisées en 2022 sur financement du budget national. Et le tronçon Kati-Kolokani-Djeni, les travaux ont démarré en octobre 2018 pour un délai initial de 30 mois. À la date de l'arrêt des travaux, l'avancement physique était de 77,38% pour un délai consommé de 96,2%. Tronçon Djeni-Djema, le financement en cours d'instruction avec la Banque africaine de développement. Après suite de missions de préparation de la BAD au Mali, le projet sera présenté au conseil d'administration de la BAD du 30 octobre au 28 novembre 2025. Le tronçon Djeni-Sandaré, le financement en cours d'instruction avec la Banque mondiale dans le cadre du programme d'amélioration de la connectivité et de la résilience des infrastructures routières. Après la séance de négociation avec la banque qui a eu lieu à Bamako du 23 au 25 avril 2025, le projet sera présenté au conseil d'administration de la Banque mondiale le 28 mai 2025. Le démarrage probable des travaux au 4e trimestre de l'année 2025. Et enfin, le tronçon Sandaré-Caille. Les travaux ont démarré en janvier 2023 pour un délai d'exécution de 36 mois. À la date du 11 mai 2025, l'état d'avancement physique est de 41,3% pour un délai consommé de 70,40%. Le bitumage du tronçon est réalisé pour 65 km. Pour la route Caille-Yelimani, la route Caille-Yelimani est un tronçon de la route nationale RN23 longue de 160 km. Au regard de l'état de dégradation très critique de cette route, conduisant à la rupture du trafic pendant l'hivernage, le département a réalisé dans le cadre de l'entretien routier 6 ouvrages de franchissement en 2021 afin de permettre la circulation sur le tronçon. Actuellement, le trafic est maintenu sur le tronçon grâce à son inscription dans le programme des travaux d'entretien routier effectués sur la chaussée, cela en attendant la mobilisation des ressources pour la réhabilitation complète du tronçon qui nécessite une étude hydrologique profonde. L'honorable avocat Sidiki Fomba, est-ce qu'il n'est pas bon d'aller vers la digitalisation des postes de péage et de paysage? À ce jour, 10 postes sont digitalisés, à savoir Bougouni, Djema, Diboli, Farabana, Masala, Kassela, Kati, Kaye-Sanankroba, Zegwa. Et dans leur opérationnalisation, ces 10 postes digitalisés ont généré au premier trimestre 2025 une recette d'1,184 267 149 francs CFA contre 589 674 450 francs CFA pour la même période en 2022, soit une croissance de 201%. À quand la libération du domaine ferroviaire? Donc les occupants du domaine ferroviaire de Diboli à Tienfala ont été recensés par les inspections des départements en charge des domaines, de l'administration territoriale et des transports. Il reste le tronçon Tienfala-Koulikoro pour boucler le processus. À l'issue du processus de renoncement, le gouvernement prendra les dispositions idoines pour la libération définitive du domaine ferroviaire. La question de l'honorable Raki Tala Diarra, envisagez-vous les états généraux de la décentralisation pour une réforme de la décentralisation? L'organisation administrative dans notre pays repose sur les circonscriptions administratives et les collectivités territoriales qui trouvent toutes leurs sources dans la Constitution du 22 juillet 2023, organisées par la loi selon les principes de déconcentration pour les circonscriptions administratives et de la décentralisation pour les collectivités territoriales. Le gouvernement a conduit un processus participatif et inclusif des réformes administratives et territoriales relatifs aux textes récents sur les principes généraux de l'organisation du territoire, les conditions de la libre administration des collectivités territoriales, le code des collectivités, le statut particulier de Bamako, la création des circonscriptions administratives en République du Mali et la création des collectivités en République du Mali. Cette réforme a induit d'importantes innovations, parmi lesquelles la suppression de la collectivité cercle,
le recentrage du dispositif de contrôle de légalité, le renforcement de l'évaluation de performance des collectivités, la création de nouvelles collectivités et de circonscriptions afin de faire face justement aux défis actuels. Je pense que nous pouvons peut-être observer un peu ces nouveaux textes avant de proposer des états généraux. L'honorable Koussetera, pourquoi certaines dates de certains examens tombent sur les dimanches et pourquoi n'y a-t-il pas de congé de Noël et de Pâques? Par rapport au calendrier des examens de cette année, sur les épreuves d'éducation physique et sportive, l'examen des IFM et des travaux pratiques se déroulent dans un intervalle de temps qui englobe les dimanches. Au fait, ces dimanches ne sont pas forcément des jours de preuve. Au brevet de technicien, l'épreuve des travaux pratiques est censée se dérouler dans un intervalle de temps qui englobe le dimanche constituant la borne extérieure du délai imparti. Question de l'honorable Rakitala, qu'en est-il des plans de carrière et des plans de formation? En ce qui concerne la situation des plans de carrière, on peut noter que ce outil important de gestion est déjà disponible pour les secteurs de l'éducation et de la santé, du développement social. Pour l'administration générale, il interviendra après l'adoption des décrets portant statut particulier des cadres corps de ce personnel administratif des collectivités territoriales. S'agissant de la situation des plans de formation, une instruction a été donnée à chaque DRH d'élaborer des plans de formation des services relevant de son secteur. Au niveau de la fonction publique des collectivités, le plan de formation est déjà élaboré par les agents de la santé. Il est en cours d'élaboration pour le secteur de l'éducation suite au recrutement d'un consultant. En ce qui concerne le cadre de l'administration générale, certaines collectivités ont terminé avec ce travail. Toujours l'honorable Rakitala, quelles dispositions pour le renforcement des ressources humaines, la fonction publique des collectivités de l'État et des collectivités territoriales? Au niveau de la fonction publique des collectivités territoriales, en plus des formations initiales et continues organisées par le centre de formation des collectivités, des programmes de formation initiale et continue sont prévus dans chaque département sectoriel, notamment l'éducation et la santé. Ainsi, face aux défis et enjeux du développement du capital humain, le gouvernement prévoit de relire les textes de création et l'organisation du CFCT pour lui permettre d'assumer au mieux les missions qui lui sont confiées. 3 orientations majeures sous-tendent cette réforme statutaire, à savoir le renforcement de la disponibilité d'une offre de formation diversifiée et de qualité, à travers notamment la formation diplômante, les innovations pédagogiques et la formation en ligne, la déconcentration du centre par la création de démembrements régionaux et l'amélioration de la capacité d'autofinancement du centre. L'honorable l'a dit d'emblée, le gouvernement a signé en 2021 un accord pour la sécurisation des domaines fonciers, des marchés et foires. Où en sommes-nous? Il s'agit de la mise en œuvre du PV entre le gouvernement et la synergie du groupement des syndicats, dont le collectif des acteurs des marchés du Mali. À ce sujet, le ministère de l'administration territoriale a adressé à tous les gouverneurs de régions du district le demandant d'instruire aux maires de procéder à l'inventaire de l'ensemble des marchés relevant de leur ressort, au classement des marchés selon qu'ils soient régis par des contrats de bail ou avec promesse de vente, de procéder à l'annulation de tous les contrats de bail avec promesse de vente conclus sur les espaces réservés au marché, et le traitement des informations collectées sont en cours de traitement par les services techniques. Et ce travail se fera forcément en veillant au respect des attributions et du rôle que jouent les collectivités territoriales en matière de gestion des marchés. Question de l'honorable Alassane Agamed Moussa, l'opérationnalisation de la loi domaniale et foncière. Je pense que nous en avons déjà parlé. Une question de la même personne, quitte de la taxe sur les parcelles bâties et non bâties. L'article 1er du projet de loi sur la taxe sur le patrimoine foncier est ainsi libellé, je cite, il est institué une taxe sur les immeubles bâtis et non bâtis dénommée taxe sur le patrimoine foncier. Le taux de la taxe est déterminé selon que les superficies sont bâties ou non bâties. Et le décret numéro 2025-0028/PT-RM du 24 janvier 2025 fixe le prix de cession et de redevance respectivement du mètre carré et de l'hectare des terrains du domaine privé immobilier de l'État. L'honorable Boubacar N. Diallo, l'autorité de délivrance des documents de propriété foncière, n'est-il pas mieux de maintenir les autres autorités administratives en dehors des maires? Les autorités administratives ne sont pas exclues de la gestion domaniale et foncière,
mais la loi a réduit les documents de propriété et de jouissance au seul titre foncier délivrés que par les services des domaines, conformément aux recommandations des États généraux du foncier tenus en 2009 et au regard de nombreux litiges fonciers dus aux multi-violations des textes qui régissent le foncier. Par ailleurs, il y a lieu de signaler que le Mali a institué une innovation majeure avec la loi agricole qui gère la délivrance des documents par les autorités administratives, notamment sur le terrain en vocation agro-silvopastorale. En ce qui concerne la facilitation de l'accessibilité des citoyens au titre foncier, l'État a pris des dispositions pour réduire le prix d'acquisition du foncier suivant les décrets numéro 2020-412, 413 et 414 PTRM du 31 décembre 2020, d'une part, et de matriculation systématique par le service des domaines de toutes les parcelles, d'autre part. Honorable Président du Conseil national de transition, honorables Mesdames et Messieurs les membres du Conseil national de transition, je pense que nous avons répondu à toutes les questions qui nous ont été adressées. Merci. Merci. Merci, Monsieur le Premier ministre, pour ces éléments de réponse apportés. Merci infiniment, honorable. Vous avez parfaitement raison. En fait, comme je l'ai dit, peut-être dans un français assez compliqué, tout ce qui n'est pas fait forcément, c'est dû au choix que nous avons opéré en accordant d'abord et avant tout la priorité au renforcement de la défense et de la sécurité. Donc je pense que votre problématique en tout cas, trouvera sa réponse à travers ce choix politique légitime et pertinent. Pour les autres aspects, soyez sûrs que nous conjuguerons nos efforts, bien entendu, aux vôtres, afin que les textes qui sont en cours de relecture puissent être adoptés dans un souci d'inclusivité et dans l'intérêt de toutes les parties prenantes. Merci. Merci, Monsieur le Premier ministre, pour ces éléments de réponse apportés. Merci, honorable membre du Conseil national de transition. Oui. Encore merci, Monsieur le Premier ministre. Chers collègues, nous venons de suivre les réponses du Premier ministre aux questions qui lui ont été posées lors du deuxième passage. Le débat étant maintenant clos, nous allons donc soumettre aux voix le plan d'action du gouvernement 2025-2026. Je rappelle que le vote en la matière doit être émis à la majorité absolue des membres du Conseil national de transition, conformément à l'article 92 du règlement intérieur. Y a-t-il des procurations? Honorables membres, est-ce qu'il y a des procurations? Très bien. Les procurations, s'il vous plaît. Honorable Amadou Maïga, veuillez donner lecture de toutes les procurations disponibles à votre niveau. Merci, honorable président. Attendez une minute. Hein. Oui. Les procurations, s'il vous plaît. Également les scrutateurs en place. Non, vous m'entendez, attendez juste quelques minutes. Non, d'accord. Très bien, honorable Maïga, veuillez donner lecture de toutes les procurations disponibles à votre niveau. Merci, honorable président. L'honorable Modibo Maïga donne mandat à l'honorable Mohamed Ould Matali. L'honorable Younoussa Touré donne mandat à l'honorable Aboubakar Siddiq Famba.
L'honorable Mohamed Ag Mohamedoun donne mandat à l'honorable Suleiman Dambélé. L'honorable Zalia Abdoulaye donne mandat à l'honorable Fatmata Namori Keita. L'honorable Fatmata Traoré donne mandat à l'honorable Ramata Diaouré. L'honorable Menkoro Kani donne mandat à l'honorable Bilali Keita. L'honorable Ramatou Aïdara donne mandat à l'honorable Maïmouna Gadjigo. L'honorable Youssouf Z Koulibaly donne mandat à l'honorable Ladji Dambélé. L'honorable Modibo Keita donne mandat à l'honorable Isaka Tembeli. L'honorable Sina Damba donne mandat à l'honorable Awa Nanissi. L'honorable Bengue Kamité donne mandat à l'honorable Saloum Oul Jiralou. Et enfin, l'honorable Ousseini Saï donne mandat à l'honorable Tenen Kadija Sanogo. Merci. Pardon? Une autre procuration, oui. L'honorable Fatmata Aliou Touré donne mandat à l'honorable Tene Sempara. L'honorable Aminata Sangari donne mandat à l'honorable Sinta Santara Mare. Et enfin, l'honorable Diara Mariam Si Savané donne mandat à l'honorable Mbouye Sissi. Merci, honorable président. Merci, honorable Maïga. Honorable membre du Conseil national de transition, à présent, quels sont ceux qui sont pour l'approbation du plan d'action du gouvernement 2025-2026? J'ai oublié de drop tout à l'heure. Honorable Gay, vous avez combien à votre niveau? Pardon? 40. « 88. Très bien. Contre maintenant. Abstention. D'accord, ok. Monsieur le Premier ministre, permettez-moi de vous féliciter avant de proclamer, avant de dire solennellement le résultat du vote. Honorable membre, merci bien pour les ovations. Cela n'empêche, voici donc les résultats du vote. Pour 128 voix, contre 0, abstention 0. Donc, félicitations à Monsieur le Premier ministre. Je vous en prie, Monsieur le Premier ministre, je vous en prie, vous pouvez vous asseoir. Merci. Je rappelle que le nombre de votes favorables ayant dépassé la majorité absolue des membres du Conseil national de transition, nous pouvons dire encore une fois de plus que le plan d'action du gouvernement 2025-2026 est approuvé avec 128 voix contre 0, abstention 0. Encore une fois de plus, félicitations à Monsieur le Premier ministre et à l'ensemble des membres du gouvernement. Monsieur le Premier ministre, si vous avez un mot à l'endroit des honorables membres du Conseil national de transition, avant de rejoindre certainement le plateau d'interview, je suis convaincu que nous avons commencé ensemble et c'est sûr que nous allons terminer ensemble. Donc, vous avez la parole, Monsieur le Premier ministre.
Merci infiniment. Honorable Président du Conseil national de transition, Général de corps d'armée Malik Diaw, honorable membre du Conseil national de transition, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités, en vos rangs, grades et qualités, toutes dispositions protocolaires observées, Mesdames et Messieurs, c'est avec une profonde émotion, une immense joie que je prends la parole devant vous en toute humilité à l'issue de l'adoption du programme d'action du gouvernement 2025-2026. Je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu le Tout-Puissant qui nous a accordé la santé et la force nécessaire d'échanger utilement sur les préoccupations majeures de notre peuple dans un contexte marqué par de grands défis. Par la même occasion, je tiens à remercier très sincèrement les honorables membres du Conseil national de transition sous le leadership avisé de son honorable président pour l'accueil chaleureux de ma délégation et moi-même sommes l'objet en ces hauts lieux dont le symbole incarne la vitalité de notre processus de transition. Qu'il me soit également permis de renouveler ma profonde gratitude au président de la transition, chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, pour la confiance placée en ma modeste personne et pour l'opportunité qui m'est offerte de servir mon pays à ce haut niveau de responsabilité. Honorable président du Conseil national de transition, honorable membre du Conseil national de transition, je mesure l'immensité des défis qui m'incombent et m'engage conséquemment devant votre auguste Assemblée à tout mettre en œuvre pour mener à bon port le plan d'action du gouvernement 2025-2026, articulé notamment autour de 8 axes prioritaires issus de la lettre de cadrage du président de la transition, chef de l'État, que j'ai eu l'insigne honneur de développer lors de la dernière séance de votre institution. Honorable président du Conseil national de transition, honorable membre du Conseil national de transition, je me réjouis du fait que 2 jours durant, nous avons ensemble, avec un sens profond et élevé du devoir, partagé les préoccupations légitimes des populations maliennes qui aspirent à la paix, à la sécurité et au développement. Nous l'avons fait en toute transparence dans le respect strict des 3 principes qui guident l'action publique au Mali et désormais inscrits dans la Constitution, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix de partenariat opérés par le Mali et la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans toutes les décisions. C'est le lieu de réaffirmer solennellement la disponibilité pleine et entière du gouvernement que j'ai eu l'honneur de diriger sous la haute autorité du président de la transition, chef de l'État, à coopérer avec les partenaires sincères désireux de cheminer avec notre pays sans aucune visée néocoloniale et sans condescendance. Participe de cette dynamique l'élévation opportune au niveau stratégique des relations entre le Mali et les pays amis, comme la Fédération de Russie, la République populaire de Chine, la Turquie et la République islamique d'Iran. Honorable président du Conseil national de transition, honorable membre du Conseil national de transition, dans un contexte géopolitique mondial dominé par la loi du plus fort, il n'est un secret pour personne que l'intervention militaire de l'OTAN a largement contribué à la déstabilisation de certains pays du Sahel, dont le Mali, le Burkina et le Niger. L'une des réponses à cette insécurité généralisée a été la création, le 6 juillet 2024, à Niamey, de la Confédération des États du Sahel, grâce à la vision éclairée de leurs excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tchani, président de la République du Niger, chef de l'État, et le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État, président de la transition du Mali, également président de la Confédération AES. Aujourd'hui, nos 3 pays continuent d'enregistrer des résultats tangibles dans les domaines de la défense et de la sécurité, ainsi que de la diplomatie et du développement. Honorable président du Conseil national de transition, honorable membre du Conseil national de transition, à ce stade de mon propos, je voudrais ici saluer le courage et la résilience du peuple malien suite aux sanctions illégales, illégitimes et inhumaines de la CEDEAO et de l'UEMOA imposées à notre pays sous la dictée des puissances extra-régionales à des fins de domination. À cet égard, je voudrais ici inviter les Maliennes et les Maliens de l'intérieur comme de l'extérieur à l'union sacrée pour construire le Mali croix, que nous voulons dans une synergie d'action incluant nos vaillantes forces armées et de sécurité, à qui il me plaît de rendre tout l'hommage qu'elles méritent. Rendons hommage à nos femmes au regard des innombrables succès enregistrés dans la conduite en toute autonomie
des opérations militaires contre le terrorisme, et ce, dans le respect scrupuleux des règles du droit international humanitaire et des droits de l'homme. Honorable président du Conseil national de transition, honorable membre du Conseil national de transition, votre adhésion, vos critiques constructives, vos contributions, vos sages conseils durant les débats ont enrichi notre vision et renforcé la portée de notre programme. Le PAG 2025-2026 est désormais un socle commun, un pacte républicain qui nous engage tous. Je mesure pleinement l'ampleur des défis qui nous attendent, à savoir garantir la sécurité, renforcer la justice sociale, rétablir la confiance dans nos institutions, promouvoir une croissance inclusive et répondre efficacement aux attentes de nos concitoyens. Je vous remercie de votre confiance et m'engage avec mon gouvernement à faire preuve de rigueur, de transparence et d'écoute. Je m'engage à associer le Conseil national de transition à chaque étape essentielle de la mise en œuvre de ce programme, car c'est ensemble, dans le respect de nos rôles respectifs, que nous réussirons. Enfin, je voudrais rendre hommage à la vitalité démocratique de notre pays. Cette séance d'aujourd'hui est le reflet d'une démocratie vivante, exigeante, mais profondément ancrée dans le dialogue et le respect de nos institutions. Je voudrais enfin vous renouveler mes sincères remerciements pour le quitus que vous avez bien voulu donner au gouvernement par un vote favorable dans le cadre de la mise en œuvre de son programme d'action 2025-2026. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens. Je vous remercie de votre très aimable attention. Merci, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Merci, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Félicitations, Monsieur le Premier ministre. Encore une fois de plus, merci, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, honorable membre du Conseil national de transition, Monsieur le Premier ministre. Nous voici donc arrivés à la fin du premier point de notre ordre du jour. Vous l'aurez sans doute compris, Monsieur le Premier ministre, le débat que nous venons de faire nous révèle une certaine diversité de préoccupations légitimes de nos compatriotes en ce qui concerne, entre autres, la sécurité et la défense du territoire national, les réformes politiques et institutionnelles, la dotation de nos femmes en équipement de dernière génération, les questions de réconciliation et de vivre ensemble, la justice, les services sociaux de base, la lutte contre la corruption et l'impunité, la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, l'organisation d'élections transparentes et crédibles dont les résultats seront acceptés de tous. Nous avons bien noté que vous en étiez d'ailleurs avertis à travers toutes les actions et les nombreux indicateurs contenus dans le plan d'action du gouvernement 2025-2026. Nous avons également compris qu'en vous soumettant à cet exercice, vous avez conscience des réalités de notre pays en cette période difficile de son existence. C'est sûrement pour toutes ces raisons que vous avez réussi avec beaucoup de pragmatisme à mettre au cœur du plan d'action du gouvernement 2025-2026 les différents axes majeurs pour répondre aux défis de l'ère, et cela conformément à la lettre de cadrage du président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, depuis vendredi dernier, vous n'avez cessé de nous démontrer votre ferme détermination à réussir la mission qui est la vôtre à la tête du gouvernement. Je vous y encourage vivement. Cependant, je me dois de vous rappeler que nos concitoyens sont de plus en plus exigeants dans la conduite des affaires de l'État et nous aussi, membres du Conseil national de transition, sommes très vigilants. À cet égard, je voudrais vous exhorter de même que votre gouvernement à renforcer davantage les acquis et à poursuivre les efforts partout où cela s'avère nécessaire pour le bien-être de nos compatriotes et la réussite de la transition. Après 8 heures de débats francs et républicains, je voudrais sincèrement saluer tous les membres du Conseil national de transition pour leur engagement patriotique et leur contribution de qualité aux travaux. Encore une fois,
Toutes nos félicitations au Premier ministre et au gouvernement pour la confiance placée en eux par le président de la transition et pour le quitus que le Conseil national de transition vient de leur donner. J'en profite pour leur notifier l'engagement des membres du Conseil national de transition à les soutenir dans la mise en œuvre des activités prévues par le plan d'action 2025-2026 qui vient d'être approuvé. Malgré tout, nous veillerons dans le cadre de notre mission de contrôle de l'action gouvernementale à ce que la mise en œuvre du plan d'action 2025-2026 se fasse de manière efficace et efficiente pour le renouveau de notre chère patrie. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, nul besoin de vous rappeler que nos populations ne veulent plus de réquisitoires et de discours stériles. Ce qu'elles demandent aujourd'hui, c'est des solutions à leurs préoccupations. C'est à quoi elles aspirent aujourd'hui, c'est tout simplement le Mali-Croix. Ceci est, à mon avis, le seul chemin de notre plan d'action à tous pour la réussite de la transition. Mesdames et messieurs, nous allons à présent passer au dernier point de notre ordre du jour qui concerne les communications. Secrétaire général adjoint, avez-vous des communications? Très bien. Donc il n'y a pas de communication. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, chers collègues membres du Conseil national de transition, mesdames et messieurs, nous venons d'épuiser l'ordre du jour de cette séance plénière. Que Dieu, le Tout-Puissant, protège notre pays et les guide sur le chemin du bonheur. Je vous remercie. La séance est levée. J'invite la presse à rejoindre le plateau d'interview vers la sortie ouest. Voilà, c'est donc la fin des débats au Centre international des conférences de Bamako. Le programme d'action du gouvernement PAG 2025-2026 est donc adopté par le Conseil national de transition avec 128 voix pour, 0 contre, 0 abstention. Le PAG ovationné par le Conseil national de transition, très ému, vous l'avez vu, le Premier ministre dit mesurer la confiance placée en sa personne par la nation Mali et la mission à lui assignée. Il s'engage à exécuter ce plan d'action avec l'ensemble du gouvernement. Beka, place maintenant à la continuité des actions. Sigata la sira awai kaddo bara ukuncera ni kaddo sente mauka awa wote ye awa krofo belajele bane ko uya yira ka foku bina jatimne uke ka don ministre nyema ye ni hakna munu fo ni o kaddo ni temesra seki nye na ya soro sente mauye family soro ala wakatla ka dala ka foka bi se ka baranke opana ko munu sone do ako hakna numo ko luku bulo korota o de la sente la ma keme ma muga ani ma seki olu yu bolo korota ka foku ka danaya be ministre nyema général de division Abdoulaye Maïga anaka gouvernement ka yasa ka baranke u kala ka yingalu ke yala ko jenu mbele non ni olu ma son akomo mama soro ka bolo korota ka yira ka foku ma son u kala ka yini kokura hali ni ma son abise ka ke yi yere mine o fana ma soro kuina o ba yira ka fo sente ma bejena naye ka fo ku ye danaya daka waye nyefoli minke u ye fana ku ye family soro barena o pana o bara o bane ko u soro la ka pma dama bunya masegi folula ayu foku wala yumandon ka yira ka fo ku ni tu tlale nywana de ale jigibe sente ka yasa akaseka ni bara nke ka se adala sente nyama fana ye o korfo kele fo aye olu kono mbe u koloshili kamo ngani bara mingera ka nyabu deme o fana kechugo nyumana ni mi fana manya o kanga koloshi chugo mina kubo bara ke o chokile la sira bachili. Merci Beka Ambi Fouika Nyefoli Nyuman Nuna Ambe Kambe Danyoé. Voilà, c'est donc la fin d'une journée entière de direct avec une grosse équipe de production, de coordination, de réalisation ici à Bozoula et du côté du Centre international des conférences de Bamako. Nous espérons que vous avez eu un intérêt à nous suivre. À suivre tout à l'heure le journal en Bamanankan Don Kibarou. C'était un plaisir de vous servir.
À très bientôt. Merci et bonne suite de programme sur ORTM. Bonsoir.